Bonjour à toutes et à tous. Nathalie Popiolek, donc je suis directrice scientifique à France Stratégie et présidente de l'entreprise Adéquate Consulting. Et j'ai l'honneur d'animer la dernière conférence cet après-midi, où je vais m'adresser tout d'abord au professeur Patrice Geoffron, qui est professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Entre autres responsabilités, vous êtes membre du conseil scientifique du CEA et de la commission de régulation de l'énergie. Et vos recherches s'articulent autour de la transition énergétique bas carbone. Donc, comme c'est à vous d'ouvrir cette prestigieuse table ronde, je vous demanderai, si vous voulez bien, de commencer par rappeler pour tous nos auditeurs le calendrier des grands objectifs climatiques qui sont devant nous pour la transition environnementale dont il est question dans cette conférence, que ce soit au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Et ensuite, les autres panélistes ici présents vont intervenir en mettant l'accent sur les efforts à consentir par les générations présentes pour conduire la transition environnementale. Et on va s'intéresser tout particulièrement, parce qu'il faut limiter le sujet en temps contraint sur 1 heure, au cas de la France. Et nous verrons successivement le rôle de la puissance publique, des opérateurs énergétiques, des compagnies d'assurance et des investisseurs institutionnels. Et nous allons nous intéresser tout particulièrement pendant ces échanges à la manière de pallier les inégalités dans cette phase de transition. Alors, contrairement au thème général de ces 2 jours, nous n'allons pas aborder explicitement la question démographique, pour que ce soit la croissance, décroissance démographique. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile d'identifier ce levier d'action dans le temps contraint qui nous est donné pour atteindre les objectifs climatiques dont on verra qu'ils sont fixés à 2030 et 2050. On va insister, parmi tous les enjeux environnementaux, sur ceux qui concernent le carbone et l'énergie. Nous n'aurons pas le temps de traiter tous les sujets, à savoir la biodiversité, les matériaux critiques et la conduite de la transition ailleurs dans le monde, ce qui nous aurait permis de faire écho à ce que l'on vient d'entendre précédemment. Mais on ne va pas traiter ces aspects transition dans le monde. Mais il y aura un temps de questions-réponses à la fin pour aborder ces sujets si vous le souhaitez. Donc, Patrice Geoffron. Donc, la volonté de lutter contre le dérèglement climatique date du protocole de Kyoto de 1995, voire de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio en 1992. Que s'est-il passé au niveau politique depuis lors ? Et quels sont les objectifs devant nous ? Bonjour à toutes et à tous. Nathalie, comme on se tutoie depuis 20 ans, on va peut-être continuer. Et très heureux de participer à nouveau à nos entretiens. Bruno, nous étions également binômes, enfin élargis cette fois il y a quelques années sur le site de Polytechnique. Alors, grave question, le temps de la lutte contre le changement climatique est limité. Le temps qui m'est donné aussi est limité. Donc, en 2 minutes, 2-3 observations liminaires. Moi, ce qui me frappe, notamment par rapport aux discussions qu'on a pu avoir dans le cadre également de ces entretiens il y a quelques années et sur le long terme finalement, c'est d'observer que l'horizon finalement s'est raccourci par les 2 bouts. Alors par un bout, c'est normal, du temps est passé, notamment depuis le protocole de Kyoto, et évidemment l'action, si on peut dire, n'a pas permis d'inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, donc on a pris du retard. Mais par ailleurs, au moment d'entériner l'accord de Paris, on a mis dans le débat un nouvel objectif, qui est l'objectif de situer schématiquement quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés. Et grosso modo, ça conduit également à ramener l'horizon de la neutralité carbone à peu près 20 ans en avant, plutôt au milieu du siècle, en 2050, qu'en 2065-2070. Donc on a là un espace-temps qui est un espace
considérablement réduit. Si on essaie de le traduire dans les politiques publiques en Europe, évidemment, ça a conduit au Green Deal, etc. Mais ce qui est important, c'est d'observer ce qu'on va devoir faire entre maintenant et 2030, parce que finalement, dès lors que les gaz à effet de serre, ce qui provoque l'effet de serre, c'est l'accumulation de flux et le stock de CO2 en particulier qui a vocation à rester très longuement dans le temps. On ne peut pas repousser les efforts à 2045 par hypothèse et se dire on va casser la courbe des émissions entre 2045 et 2050. Ça n'aurait pas de sens à la fois si on a un regard d'ingénieur sur ces questions et a fortiori si on a un regard d'économiste. Donc on s'est placé dans l'obligation de faire des efforts très considérables et à court terme. Donc le Fit for 55 en Europe va conduire schématiquement à faire autant en une demi-douzaine d'années que ce qu'on a fait en une trentaine d'années. En tout cas, c'est la perspective politique dans laquelle nous nous situons. Si on essaie de regarder ça au niveau France, et il est intéressant d'y faire référence, alors non pas simplement parce qu'on est en France et c'est ce qui va nous incomber, mais également parce que cette perspective, elle a été précisée dans les détails à la mi-juillet avec le dévoilement du plan de planification. Pour les transports, par exemple, ça va supposer, entre maintenant et 2030, de passer d'à peu près 130 millions de tonnes à peu près 90 millions de tonnes, alors qu'on observe que les émissions du secteur des transports, ça n'est pas le cas dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'énergie ou du logement, mais en tout cas dans les transports, on est flat depuis 30 ans. Donc il faut casser une courbe qui résiste férocement, si on peut dire, à toute action publique depuis une trentaine d'années. Donc ça, c'est le tour de force. Et évidemment, dans ce contexte, selon la manière dont on considère les choses, on peut se retrouver au bord d'un gouffre ou considérer qu'il y a par ailleurs des raisons d'espérer. Je terminerai par les raisons d'espérer et on y reviendra tout à la fin. En tout cas, ce qui conduit à avoir le vertige, c'est la matérialisation de ce que Carnet appelait la tragédie des horizons. D'un côté, on observe un extraordinaire consensus autour de l'accord de Paris. Au moment où nous parlons, nous avons à peu près 95% des émissions du monde qui se situent dans des États qui ont dit « Ok, on va être décarboné quelque part au milieu du siècle ». Alors certains, des pays du nord de l'Europe, en 2035, donc avant l'objectif commun qui est celui de 2050. Les derniers, l'Inde notamment, ça n'est pas surprenant, il y a de bonnes raisons de se fixer cet horizon en Inde, en 2070. Mais lorsque vous regardez la carte du monde des engagements, alors plus ou moins traduit en politique publique, mais de fait, on a un consensus sur le fait d'aller vers le net zéro, ce qui n'apparaissait pas dans le périmètre des débats au moment de la COP 21. Donc on peut dire que c'est merveilleux, le monde est sauvé. Nous avons un accord global sur cette neutralité carbone quelque part au milieu du siècle. Mais le problème, c'est que tout ça ne se traduit pas dans les politiques publiques à court terme. Et évidemment, comme les flux continuent à s'accumuler dans le stock qui fait l'effet de serre, eh bien, ces engagements à long terme n'ont un sens que s'ils se traduisent en politique publique à court terme. Alors on peut regarder des tas d'endroits au monde et s'interroger évidemment sur la réalité de ces engagements. Moi, je plaide, et ça fera sans doute partie des choses dont on va discuter ici, pour qu'on regarde à notre porte et qu'on regarde la crédibilité en France, en Allemagne, plus globalement en Europe, des engagements à court terme, et tout va se jouer, me semble-t-il, entre maintenant et 2030. Alors, transition justement pour politique publique, où on va regarder le cas de la France, même si la France n'est pas isolée, bien au contraire, au sein de l'Europe et du monde. Donc pour cela, je me tourne vers Nicolas Riedinger. Vous êtes directeur du département du développement durable et du numérique à France Stratégie. France Stratégie a assuré le secrétariat de la mission confiée par la Première ministre à Jean Pisani-Ferry, visant à améliorer la compréhension des incidences économiques de l'action pour le climat. Donc vous-même avez été impliqué dans cette mission, notamment en coordonnant un des rapports thématiques et en participant au groupe de travail simulation macroéconomique. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous présenter rapidement les objectifs et le déroulement de cette mission qui est destinée à aider justement la politique publique en France? Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'abord aux organisateurs pour m'avoir invité. Alors, c'est une mission qui trouve son origine dans un article de Jean Pisani-Ferry de l'été 2021, où il pointait
d'une part que la transition climatique était un enjeu macroéconomique d'une ampleur tout à fait considérable, mais insuffisamment analysé par les macroéconomistes. Donc il nous a semblé utile et opportun d'approfondir le sujet à France Stratégie, avec un double objectif. D'une part, un objectif de recommandation de politique publique, d'autre part, un objectif plus méthodologique d'amélioration des modèles de simulation. Donc pour cela, on a mobilisé l'ensemble des experts et des institutions compétentes. Je ne vais pas les citer toutes, mais évidemment le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'économie, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui est en charge des simulations macroéconomiques de la SEC, la stratégie française énergie-climat, le Trésor, l'OFCE, la Banque de France, etc. Et donc on a fait travailler tout ce beau monde entre le printemps 2022 et le printemps 2023. Et donc on a abouti à la publication d'un rapport de synthèse et d'une douzaine de rapports thématiques qui essayent de couvrir l'ensemble des problématiques macroéconomiques associées. Donc je ne vais pas toutes les citer, vous les trouverez sur le site de France Stratégie. Donc, mais vous avez des rapports sur la compétitivité, les enjeux distributifs, l'inflation, la productivité. Voilà, donc j'ajoute que la légitimité institutionnelle de cette mission a été renforcée donc, par une lettre donc, signée de mission donc, de la Première ministre, puisque tout ceci s'inscrit évidemment dans un cadre politique de préparation de la stratégie française énergie-climat qui est en train de se faire, et en étroite collaboration avec le nouveau secrétariat général à la planification écologique. Et j'ajoute enfin, juste un dernier mot, que ça a aussi donné lieu, en plus des rapports, à une copublication avec Melchior que vous trouverez sur le site de Melchior. Oui, vous trouverez sur le site de Melchior aussi les slides qui vont compléter l'intervention de Nicolas cet après-midi. Justement, donc quelque chose d'assez important dans ce rapport et dans la synthèse de la mission Pisani-Ferry, il est écrit que la transition climatique a une ampleur comparable à une révolution industrielle, mais plus rapide et orientée par les choix publics. C'est une phrase assez forte dans le rapport. Quels sont les principaux leviers de la puissance publique pour conduire cette transition dans les délais imposés par l'urgence climatique, avec donc deux périodes qui sont mises en avant dans le rapport, donc avant 2030 et de 2030 à 2050. Nicolas. Alors schématiquement, il y a trois grands leviers qui sont identifiés. Alors, il y a le premier qui est celui de la sobriété, dont on parle évidemment beaucoup depuis la crise ukrainienne. Alors être sobre, qu'est-ce que c'est ? C'est limiter les consommations de biens et de services qui sont très intensifs en carbone. Par exemple, restreindre nos déplacements en avion, mais ça peut être aussi adopter un régime alimentaire moins riche en viande. Alors ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est qu'il faudra nécessairement de la sobriété pour atteindre nos objectifs, qui sont extrêmement ambitieux, mais que néanmoins, c'est un levier dont le potentiel reste incertain et difficile à estimer parce qu'il est très dépendant des normes sociales qui ne se décrètent pas, même si la puissance publique peut, dans une certaine mesure, les orienter via des actions de communication, d'éducation, via sa propre exemplarité aussi. Et d'autre part, c'est un levier dont les gains peuvent mettre du temps à se matérialiser parce qu'évidemment, les normes sociales ne changent pas du jour au lendemain. Donc le rapport estime qu'à l'horizon de relativement court terme 2030 qu'il envisage, c'est un levier qui pourrait contribuer jusqu'à 20% de l'effort total qu'il faut consentir d'ici 2030 de réduction de nos émissions. Le deuxième levier qui est identifié, c'est la réorientation du projet technique vers des innovations qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qui passe par une réallocation des financements à la fois publics et privés de R&D, mais là aussi, c'est un levier qui prend du temps à produire tous ces effets parce qu'il y a nécessairement un délai important entre la recherche et la mise sur le marché. Donc, c'est aussi plus pour 2050 que pour 2030. Et enfin, le troisième levier, donc, qui est celui donc, en creux, donc, vous comprenez, qui contribuera le plus à la réduction des émissions en 2030, c'est celui de la substitution du capital aux énergies fossiles. Alors, substituer du capital aux énergies fossiles, ça veut dire investir pour plusieurs choses. D'une part, pour développer l'offre d'énergie décarbonée, le nucléaire, les énergies renouvelables. C'est investir pour décarboner certains usages, donc passer du véhicule thermique au véhicule électrique, typiquement. Et c'est investir aussi pour améliorer l'efficacité énergétique, qui est un concept qu'il faut bien distinguer du concept de sobriété que j'évoquais précédemment. Donc améliorer l'efficacité énergétique dans les transports, le bâtiment, etc. Et en termes de politique publique, cette substitution, elle passe par le mix habituel d'instruments de la politique publique, qui va de la tarification du carbone jusqu'aux subventions d'investissement, en passant par des normes réglementaires. Oui, une norme prix carbone et
et réglementations. Donc en fait, un gros travail qui a été mené et qui est synthétisé dans le rapport, c'est justement une estimation des investissements supplémentaires qui sont demandés pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2, avec une grosse focalisation sur les ménages, par exemple, pour les obliger ou les inciter à changer leur chaudière au fioul et la remplacer par une chaudière beaucoup moins carbonée. Donc, tous ces investissements supplémentaires ont été chiffrés. Pouvez-vous nous donner les ordres de grandeur de ces estimations qui ont été faites secteur par secteur ? Oui, alors le résultat de cette analyse, c'est que le besoin additionnel d'investissement en 2030, donc le besoin annuel d'investissement, donc serait de 66 milliards, donc ce qui fait un peu plus de 2 points de PIB, donc par rapport à un scénario sans transition. Alors je précise que c'est un besoin net, donc qui prend en compte le fait qu'on fera plus d'investissements en vert, donc qui sont évalués à peu près 100 milliards, donc plus 100 milliards, mais qu'en contrepartie, on fera aussi moins d'investissements bruns, et donc là, on a moins 35 milliards d'investissements bruns, donc ce qui fait à peu près 65 milliards d'investissements nets en plus. Donc le plus gros morceau, et de loin, donc dans ces 66 milliards, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, à la fois résidentiels et tertiaires, hein, qui pèse pour 48 milliards, soit environ 3/4 de l'investissement net supplémentaire. Et après, mais assez loin derrière, on trouve l'énergie, donc tout ce qui est réseau, nucléaire, énergie renouvelable avec 9 milliards, l'industrie avec 4 milliards, même si les investissements dans l'industrie sont assez difficiles à estimer précisément. Et en quatrième position, les transports, donc, qui arrivent avec 3 milliards. Donc, alors, ce qui peut paraître relativement peu, hein, compte tenu de la nécessité d'électrifier donc le parc de véhicules routiers donc assez rapidement, mais ce qui s'explique par le fait qu'on suppose que cette électrification du parc, elle va s'accompagner aussi d'une baisse globale des ventes de véhicules, hein, pour plusieurs raisons, parce qu'on peut penser que la durée de vie des véhicules va s'allonger, parce qu'on va avoir un certain report modal, parce qu'on espère aussi augmenter le taux d'occupation des véhicules. Donc au total, on aura beaucoup d'investissements verts en plus, donc dans les transports, donc on estime à 32 milliards supplémentaires, mais on aura aussi beaucoup d'investissements bruns en moins, donc estimé à 29 milliards, donc ce solde de 3 milliards dans les transports. Bruno Bensasson, vous dirigez le pôle énergie renouvelable d'EDF, numéro 1 des ENR dans l'Union européenne et en France, et un des leaders dans le monde. Avec sa raison d'être, EDF porte une vision industrielle qui concilie la préservation de la planète et le développement. Donc vous-même avez consacré l'essentiel de votre activité professionnelle aux enjeux énergétiques et environnementaux, d'abord à partir de 1995 au service de l'État, puis depuis 2017 dans l'industrie. Et vous vous intéressez tout particulièrement aux sciences économiques, donc la compréhension de leurs fondamentaux est selon vous cruciale pour la prospérité et l'unité des pays. Pourriez-vous nous dire, pour commencer, un peu plus sur la manière dont le pôle énergie renouvelable d'EDF concilie préservation de la planète et développement ? Et quelles solutions innovantes apporte-t-il pour acheminer au meilleur coût des énergies décarbonées vers l'industrie, les transports et les bâtiments ? Merci Nathalie, et ravi d'être avec vous à l'invitation du programme Melchior cet après-midi. Pour moi, le lien entre entreprise et enseignants est très important. Effectivement, j'ai travaillé depuis un certain temps dans l'industrie, depuis 2007 et depuis 2018 au sein d'EDF, dont je dirige l'activité renouvelable. EDF a cherché à formuler une raison d'être. Elle existait, elle préexistait, mais on a voulu l'écrire et la partager. Et elle consiste à construire un avenir énergétique neutre en carbone. Donc on s'inscrit résolument dans la neutralité carbone et la lutte contre le dérèglement climatique, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement. Donc dans préservation de la planète, il y a le climat, mais il y a aussi d'autres enjeux, les déchets nucléaires, la biodiversité, je ne développe pas, mais il y a tout cela. Bien-être et développement, ça renvoie vraiment au principe du développement durable. Les générations présentes, oui, mais pas au détriment des générations futures. Et pour ce faire, en tant qu'énergéticien, on cherche à apporter à nos clients des solutions qui soient à la fois
économique et écologique, dans 2 grands champs, je dirais la production et la consommation. La production, ça veut dire de la production d'énergie de plus en plus décarbonée, donc évidemment le nucléaire et les renouvelables, de moins en moins de fossiles, éventuellement du fossile avec capture de CO2. Et puis du côté de la consommation, qui est non moins importante, c'est accompagner nos clients en France et au-delà dans les façons de mieux, de moins consommer, d'économiser l'énergie. Et je dis bien l'énergie et pas seulement l'électricité, parce que l'énergie, c'est faite d'électricité, mais pas seulement. L'électricité, ça n'est que 25% de la consommation énergétique. Dans notre pays, qui est quand même fort électrifié, il y a encore 2/3, 66% d'énergie fossile. Donc l'enjeu, c'est d'aider nos clients à utiliser d'autres formes d'énergie dans les grands secteurs, l'industrie, le bâtiment, le transport, on pense typiquement aux véhicules électriques, pour amener ces énergies décarbonées, nucléaires et renouvelables, vers d'autres usages en substitution aux énergies fossiles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, vous dites que la production d'électricité nucléaire et renouvelable est maintenant compétitive par rapport à la production d'électricité à partir d'énergies fossiles. En revanche, ce qui coûte plus cher, c'est ce que vous venez de dire dans les usages, la substitution des énergies fossiles à ces énergies décarbonées. Et c'est une transformation qui coûte cher et que vous dites corrélée à l'élasticité de substitution entre le carbone et cette autre chose, qui est le capital matériel, comme on l'a vu tout à l'heure avec Nicolas, mais plus généralement avec le capital travail et les autres matières premières. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots comment ça marche, le lien entre substitution et facilité de transformation? Alors, renoncer à une ressource, quelle que soit, et en l'occurrence les énergies fossiles, il y a plein de bonnes raisons de le faire, écologiques, sanitaires, même économiques, éthiques, mais ça ne peut pas être indolore pour la production et l'économie. Quand on a moins, on ne fait pas plus. Et donc, contrairement à ce qu'on a entendu parfois, ça ne peut pas vraiment aider la croissance. Ça ne force pas nécessairement la décroissance, c'est ce que le rapport de Jean montre, et on peut l'espérer, mais ça ne peut pas faire plus de croissance. Et donc, comment on arrive à concilier les enjeux écologiques et économiques. Alors, vous l'avez dit, le nucléaire, maintenant les renouvelables ont fait beaucoup de progrès. Donc oui, l'éolien et le solaire, aujourd'hui, ça ne coûte pas plus que du charbon, du pétrole ou du gaz. Ça coûte moins, parfois beaucoup moins, mais on ne fait pas un système électrique et énergétique uniquement avec de l'éolien et du solaire. Donc on a besoin de pousser plus loin l'électricité que 25% aujourd'hui et de substituer ces énergies aux énergies fossiles. Alors, quand on regarde d'un point de vue économique un peu fondamental, c'est vrai que les ressources pour produire, elles ne sont pas illimitées. Il y a ce que tu disais à l'instant, Nicolas, sur le capital, mais à nouveau, le capital matériel, ça n'est jamais que du capital humain et des matières qui ont été investies, stockées. Quand on isole un bâtiment, on mobilise du travail et puis de la fibre de verre pour isoler. Et donc, si on veut sortir des énergies fossiles, lutter efficacement contre le dérèglement climatique sans trop casser l'économie, on doit faire cette substitution, cette mutation. J'espère que par l'innovation, elle se fera au meilleur coût, au moindre coût, mais effectivement, il est illusoire de croire qu'elle est nulle. Le passé a plutôt donné tort à Malthus, les 40 dernières années ont plutôt donné tort à Malthus, donc je veux croire que c'est possible de concilier lutte contre le dérèglement climatique et une certaine forme de croissance, même si ce n'est pas tout à fait celle qu'on a eue précédemment. Alors justement, vous dites que c'est possible, mais comme le climat est un bien public pur, pour prendre la terminologie d'économiste, vous dites que sa préservation passe forcément par l'intervention de la puissance publique. Ça rejoint les conclusions du rapport Pisani-Ferry. Afin d'éviter ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, où chacun, que ce soit les États, les entreprises ou les ménages, aurait
avantage à ce que ce soit les autres qui fassent l'effort de sortir des énergies fossiles et eux ne pas faire d'efforts mais en profiter. Donc, étant donné que c'est un bien public pur, qu'attendez-vous de la régulation, voire de la réglementation, pour faciliter et généraliser cette fameuse substitution des énergies fossiles? Oui, c'est un bien public pur et ce qui est assez original en plus, c'est qu'il est mondial et on n'a pas eu souvent à gérer mondialement un bien public pur. La biodiversité en est un autre qui est à la fois global et local. Et c'est sûr que si on laisse faire, le laisser faire, il n'y a aucune raison de tomber sur 1,5 degré plutôt que 2, 3 ou 4. Donc il faut une intervention. C'est aussi, vous l'avez dit, un double jeu. C'est un jeu entre États. Il y a un dilemme des prisonniers. Chacun a intérêt à ce que ce soit plutôt les autres qui fassent les efforts. C'est aussi un jeu entre générations, puisque la génération présente va jouer en premier, mais le bénéfice principal, il est pour les générations jeunes et futures. Et si on veut que ce jeu se passe bien, je ne crois pas du tout que ça puisse se faire effectivement à la fois sans éthique et politique. Il n'y a aucune chance que ça se passe sans cela. Donc on a besoin de cette intervention et elle peut prendre différentes formes, à différents niveaux. On en a besoin au niveau mondial, européen, français. Je crois que d'ailleurs on n'a pas à rougir depuis le protocole de Kyoto. Le Fit 55 est ambitieux. La France s'est donné des objectifs ambitieux. Donc c'est à plusieurs niveaux géographiques, jusqu'à la collectivité, jusqu'au ménage. Chacun d'entre nous doit agir. Et puis c'est aussi avec différents outils. Donc il y a la norme, il y a la taxe, il y a la subvention. Alors en France, la subvention est très populaire, mais elle ne se fait pas sans quelques taxes quelque part. Il y a les prix du carbone qui fonctionnent de plus en plus sous différentes formes dans différents pays. Donc c'est sans doute une panoplie de ces différents outils dans différentes situations dont on a besoin pour atteindre les objectifs. Et si on veut effectivement que ça se fasse pas trop cher, il faut sans doute mettre des signaux de prix dans tout cela. Il faut aussi, on l'a bien senti au moment de la crise des Gilets jaunes, accompagner les plus démunis dans cette transition, parce qu'à la fin, il est clair que chacun doit agir, les États, les entreprises, les ménages, et pour moi, il est également clair que ce soit les États ou les entreprises ou les ménages, l'effort, il porte toujours sur les ménages. Qu'on soit ménage comme consommateur, comme salarié, comme épargnant, comme contribuable, pour le meilleur ou pour le pire, à la fin, il n'y a que des ménages. Donc c'est un peu facile de dire c'est les entreprises qui doivent agir. Bien sûr, on doit agir et notre entreprise EDF est engagée, c'est même sa raison d'être. Mais soyons conscients qu'à la fin, c'est un effort collectif de notre génération et on doit le faire plus vite qu'aujourd'hui. Avec donc un savant mélange entre prix carbone, réglementation et subventions à trouver. Philippe Michel Labrosse, vous êtes depuis 2021 directeur général du groupe Abeille Assurance, en ayant à votre actif 3 décennies d'expérience dans le secteur des assurances et du conseil en investissement. Abeille Assurance, c'est 170 ans d'histoire, 7 milliards de chiffre d'affaires consolidés, 4200 collaborateurs, plus de 3 millions de clients. En décembre 2022, après un processus de consultation, le conseil d'administration a défini la raison d'être du groupe Abeille. Pouvez-vous partager avec nous sa devise ? Alors, merci pour cette invitation. Je suis évidemment très honoré d'intervenir devant vous et merci pour ce rappel. Alors, Abeille Assurance, nous avons fait renaître une marque qui existe depuis 1856. Et en fait, on est un peu natif climat parce que le nom d'origine, c'était l'abeille bourguignonne. Et c'était l'association de viticulteurs en Bourgogne qui avaient compris à l'époque en fait, que ces couloirs de grêle qui passaient une année sur un vignoble, une autre année sur un autre vignoble, il fallait pouvoir les assurer. C'est comme ça qu'est née notre compagnie. Alors, nous sommes une compagnie un peu particulière, donc, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui, donc pendant
30 ans, elle a appartenu à des Anglais, hein, c'était le groupe Aviva, et puis on a repris l'ensemble Aviva France donc, il y a 2 ans. Et notre actionnaire est un ensemble de mutuelles, notamment la Massif, hein, qui est le chef de file. Donc on appartient à l'économie sociale et ça change tout. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas coté et on est extraordinairement attentif à tout ce qui est investissement durable et engagement long. Donc, et puis la deuxième particularité, c'est qu'on a gardé de notre histoire le fait d'être un grand assureur agricole, alors moins grand que Groupama et Pacifica, la filiale du Crédit Agricole, dont c'est vraiment le cœur de métier, mais nous sommes le 3e acteur de l'assurance agricole en France, on a à peu près 10% de parts de marché, et on assure certes les biens, les pertes d'exploitation, les véhicules des agriculteurs, mais on assure aussi la récolte des agriculteurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne en fait les grandes cultures, la viticulture et les prairies. Donc, et la loi va nous amener aussi à prendre en charge, et c'est une très bonne chose, l'arboriculture. Alors, on a fait adopter effectivement notre raison d'être l'an dernier, et elle couvre vraiment l'ensemble de notre investissement dans le métier. Elle tient en fait en deux phrases. La première, c'est que nous sommes un assureur et donc nous protégeons nos clients face à l'imprévu, nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets, et ça tout au long de leur vie. Et puis nous sommes aussi un investisseur parce que avec l'épargne qu'ils nous confient, nous investissons dans le tissu économique et social, dans les territoires. Et les territoires, c'est très important pour nous. Nous avons 1000 agents généraux à travers la France, avec 35% de ce réseau qui est dans des communes de moins de 7500 habitants. Et nous veillons en fait à être un investisseur très agissant et donc pour investir dans le développement responsable et durable. Alors voilà, on va passer en revue donc les trois rôles clés que vous venez de citer, à savoir l'investisseur institutionnel, l'acteur de terrain et aussi l'observateur, puisque vous êtes finalement en première loge pour observer les impacts du réchauffement climatique, que ce soit sur les agriculteurs en particulier, par rapport aux pertes de récoltes ou pour les autres assurés. Avez-vous observé de façon notable une augmentation des dommages? C'est lié au changement climatique? Alors je dis souvent à mes amis quand ils m'interrogent, c'est que quand on n'est pas sensibilisé à la transformation climatique et à l'environnement et qu'on devient assureur, très très vite on est sensibilisé. Donc, alors comment on intervient, nous assureurs, dans cette partie, et pourquoi nous sommes observateurs? Je reprends votre formule. On est assureur et assureur seul, hein, sans l'État à nos côtés, sur des risques très importants, c'est-à-dire tout ce qui concerne le dommage aux biens. Dommage aux biens des particuliers, c'est votre voiture le lendemain d'un épisode de grêle, c'est la véranda lors d'un épisode de grêle. Donc d'ailleurs le premier poste en fait sur la grêle, ce sont les maisons individuelles. C'est aussi les pertes d'exploitation qui découlent de ces dommages. Donc quand on assure des entreprises, et c'est aussi l'assurance agricole, hein, puisque nous sommes assureurs de récolte. Ça peut être aussi des incendies lorsqu'on a des incendies. Et puis il y a d'autres périls où là on est dans un dispositif fort heureusement. Et moi, je suis un grand partisan des associations publiques-privées. Donc, on a un dispositif en France qui existe, qui est de grande qualité, qu'il faut soutenir, qui est en difficulté aujourd'hui parce qu'il y a un choc climatique, j'y reviendrai. C'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles autour de la Caisse centrale de réassurance, la CCR. Et là, on est vraiment sur les grands risques, en fait, puisque là, on assure effectivement tout ce qui concerne l'inondation, la submersion, dont on parle peu, mais dont on va parler dans les années qui viennent. Hein. C'est notamment sur la façade ouest. On a un pays qui a une grande façade littorale, et sur la façade ouest, on commence effectivement à l'anticiper. La sécheresse qui est probablement le péril le plus important pour nos activités dans les temps qui viennent. Et puis des choses plus rares, même si on a eu un séisme dans les Deux-Sèvres cette année, ou les ouragans en fait dans l'outre-mer. Donc là, on a un dispositif en fait partenariat public-privé, donc au travers de la CCR. Alors comment on observe tout ça? Nous, on voit, on a deux mots dans notre activité, c'est la fréquence en fait des sinistres et l'intensité de ces sinistres. Donc, on a une très forte augmentation en fait de la fréquence de ces sinistres, et avec des sinistres de plus en plus intenses. Et le paroxysme, en fait, on l'a vécu l'an dernier, hein, donc avec sur la charge climatique un quasi doublement de cette charge.
là où l'ensemble de la profession était autour de 5 milliards, un peu en dessous de 5 milliards, on est plus proche en fait de 10 milliards de sinistres. Et c'est pas étonnant, hein, d'ailleurs, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, 14,5 degrés, avec cette charge climatique qui a explosé, donc avec des épisodes de grêle, notamment sur le mois de juin, qui ont coûté, on en a eu aussi en début d'année, qui ont coûté quasiment 5 milliards d'euros, et la sécheresse qui est la plus forte constatée. Voilà. Alors moi je dis souvent, c'est un défi pour nous qui est énorme, parce que on parle en fait de réchauffement climatique, de transformation climatique. On a l'impression que c'est une tendance. Et moi, en tant qu'assureur, je ne le vis pas comme une tendance. Je le vis comme un choc. Je le vis comme un choc parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons appris, nous assureurs, hein, on est comme vous en fait, hein, on est des gens d'histoire et de statistiques. Hein, donc c'est-à-dire que en fait, pour pouvoir faire notre métier, il faut qu'on connaisse un risque historique, statistique, qu'on puisse le modéliser, qu'on puisse le mutualiser, qu'on puisse du coup le tarifer, le surveiller, etc. Et là, en fait, en matière climatique, on est confronté à ce que j'appelle un choc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, voilà, qu'on ne comprend plus, que nos modèles n'expliquent plus. C'est à la fois des combinaisons en fait, d'événements climatiques auxquels on n'était pas habitué. Et c'est, par exemple, on avait avant un épisode de grêle avec un couloir de grêle. Bon, au mois de juin l'an dernier, si vous avez suivi un petit peu, ça a été juste une catastrophe. Hein. On a une série de couloirs de grêle, et puis on a des localisations tout à fait insoupçonnées. Et puis voilà, les régions futures de sécheresse, elles vont s'appeler Hauts-de-France, donc l'Ouest français. Donc on ne rira plus de la Normandie en disant qu'il pleut trop. Mais c'est vraiment des choses qui sont très très importantes pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on observe avec des défis qui sont énormes. Je reprends le cas de la sécheresse. On a un phénomène dont vous avez forcément entendu parler qui s'appelle le retrait-gonflement des sols argileux, hein, donc d'argile, donc, hein, et qui entraîne ces fissures sur les maisons et qui sont même très dangereux pour les édifices parce qu'en fait, ils attaquent la structure même en fait, de l'édifice. Ben, on a en France 10,5 millions de maisons individuelles, dont 54% en fait, sont dans des zones qui sont clairement identifiées à risque en fait, de retrait-gonflement d'argile. Alors comment vous allez faire pour prendre en compte ces sinistres et équilibrer je dirais, le budget de la protection assurantielle pour les prochaines années? Alors c'est un vrai sujet. D'abord, comment on essaye et puis après on évoquera aussi notre rôle d'acteur en fait en tant qu'investisseur, comment on peut participer à tout ça, à l'accompagnement de cette transformation nécessaire. Mais nous, en tant qu'assureurs, d'abord on essaye de mieux comprendre. Hein, je veux dire qu'on investit énormément sur des outils de recherche pour comprendre en fait ces phénomènes climatiques, les survenances. Ça, c'est fondamental. On travaille beaucoup sur la prévention et on le fait tant au niveau des groupes d'assurance qu'au niveau de notre fédération professionnelle, France Assureur. Donc, en allant expliquer en fait à nos clients, je prends le cas des agriculteurs, en fait, comment on peut installer des filets en fait sur un certain nombre de cultures, je pense notamment à la viticulture, comment, même si j'espère que ça ne participe pas au réchauffement climatique, mais comment on peut éviter en fait les phénomènes de gel un peu trop forts sur la culture du vin. On est assureur de grands crus, donc on est parfois assez exposé sur ce sujet. En 2021, on a eu 2 jours de gel en début avril qui nous ont coûté 50 millions. Quoi. Donc c'est assez impressionnant en fait. Voilà, donc la prévention est clé, l'anticipation. Donc on essaye vraiment maintenant d'anticiper en fait à quelques heures, quelques jours en fait ce qui va arriver pour pouvoir informer nos assurés, donc rentrer les voitures, prendre un certain nombre de mesures, et puis bien évidemment, on les accompagne en fait lors de ces sinistres. Ça a été le cas notamment dans certaines régions, je pense notamment à l'Allier qui a été extrêmement touché, qui est régulièrement d'ailleurs extrêmement touché, où on a dépêché des équipes sur place en fait pour régler au plus vite les sinistres, y compris en levant en fait nos franchises habituelles, etc. Ce qu'on a fait d'ailleurs à la demande aussi des pouvoirs publics récemment sur autre chose, hein, qui était en fait les émeutes du mois de juin. Donc ça c'est le premier point, mais en fait on ne va pas y arriver tout seul. Je veux dire, et pour moi c'est ce qui me frappe le plus, c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure, et à juste titre, tout à la fin nous ramène quand même à notre engagement citoyen.
Je veux dire que ce qu'on risque de voir, en fait, il faut à tout prix éviter ça, c'est qu'un jour, des choses ne soient plus assurables, en fait, dans notre pays. C'est ce que j'appelle la rupture d'égalité. Et pour moi, en tant que citoyen, c'est quelque chose d'inacceptable. On est dans un pays qui n'aime pas les inégalités, c'est tant mieux. Je pense qu'on vivrait très mal une situation comme on la vit aux États-Unis, où les grands assureurs se retirent de Californie et de Floride pour ne pas avoir assuré en fait, la sécheresse, les ouragans, etc. Donc ça, on ne peut pas y arriver tout seul. Ça veut dire qu'il faut vraiment accroître les partenariats publics-privés. Alors j'évoquais le dispositif des catastrophes naturelles, qui est très important. C'est ce qu'on appelle les arrêtés CatNat, qui classent telle ou telle commune en fait, dans le dispositif catastrophe naturelle pour les sécheresses, par exemple. Aujourd'hui, il ne pourra pas résister autant si on ne change pas son mode de financement. Il est financé comment aujourd'hui? Par un prélèvement de 12% sur les primes habitation et de 6% sur les contrats auto. Ça fait à peu près 20 € par ménage et par an. On voit bien que c'est insuffisant en fait, pour faire face à ce défi. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces partenariats publics-privés. Il faut aussi qu'on fasse appel à la responsabilité de tous, y compris des pouvoirs publics et des pouvoirs publics locaux, dans la façon dont on délivre un certain nombre de permis de construire aujourd'hui. On est à même, par exemple, d'anticiper que telle zone qui n'était pas inondable ou en zone de submersion pourrait l'être demain. Donc c'est vraiment faire appel à de la responsabilité. Et puis on peut aussi le faire en imposant des normes de construction. Des normes de construction, je pense notamment face au retrait gonflement d'argile, comme c'est le cas d'ailleurs en Suisse, où aujourd'hui on impose effectivement des diagnostics, mais pas forcément des normes de construction pour éviter cela. Donc on n'arrivera pas à le faire s'il n'y a pas vraiment une appréhension de l'ensemble du sujet par la collectivité, par les pouvoirs publics, par les acteurs locaux et évidemment par les assureurs. On voit très bien donc une vision collective, systémique, avec donc un rôle important à jouer pour les investissements d'adaptation et aussi de prévention au changement climatique. Donc très rapidement, donc vous avez aussi ce rôle d'investisseur et donc si je vous entends bien, vous le mettez au service de l'adaptation et aussi de la prévention et de la limitation des changements climatiques. Et donc vous avez donc un pouvoir finalement d'investissement, de financement. Tout à fait. Et là, nous assumons même, en ce qui concerne notre groupe, même le vocable d'activiste. C'est-à-dire que nous voulons être non seulement actifs, mais même activistes. On le fait même, comme évidemment, l'assurance vie en France, c'est 1900 milliards d'actifs. Nous-mêmes, on gère une centaine de milliards d'actifs. Donc évidemment, on est investisseur d'actions, d'obligations d'entreprise. Donc on avait un objectif qu'on a atteint cette année qui était de décarboner en fait de 25% en fait nos portefeuilles actions obligations. C'est atteint. On a un objectif de 2030 en fait de sortir définitivement tout ce qui est charbon et hydrocarbures donc non conventionnels et on participe en fait à plus de 85% aux assemblées générales donc lorsqu'on détient des actions, notamment dans les sociétés les plus emblématiques. Je vais pas, on a fait voter une résolution donc à l'Assemblée générale de Total qui a fait grand bruit lors de la dernière Assemblée générale. Donc on est extrêmement actif. Et puis évidemment, on a heureusement, et moi aussi je suis optimiste comme vous, c'est-à-dire je crois. Je crois pas à la fatalité. Je pense qu'on peut agir contre ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. La loi énergie-climat, son article 29, les rapports. Nous, on publie en fait un rapport sur l'ensemble de nos investissements. Comme on a dans nos contrats d'assurance vie, on a une grande activité d'épargne, on a les unités de compte. Elles sont principalement, même quasiment toutes aujourd'hui, en fait, donc dans les articles 8 et 9 SFDR, donc c'est-à-dire soit intégrant en fait des critères de ESG en fait de la taxonomie, soit
donc en étant en article 9 dans des fonds impact. Donc ça c'est fondamental. On est membre de la Net Zero Asset Owner Alliance. On est aussi signataire en fait des chartes biodiversity. Enfin, donc voilà. Donc on est très très actif et on a une grosse direction en fait développement durable donc et investissement ISR ISG donc qui vraiment est au centre de tout ça. Et puis après il y a notre métier d'assureur et là encore c'est avec les pouvoirs publics. Il y a un projet de loi qui est en cours d'examen donc sur l'industrie verte qui pose quelques difficultés pour les assureurs, mais qui au fond répond à une vocation qui est de réunir 5 milliards d'investissements pour accompagner la transformation des industries. Donc ça aussi, en fait, on mobilise, on mobilisera nos réseaux en fait sur ce sujet, et ils sont très réceptifs. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les épargnants et particulièrement les jeunes générations sont très sensibles en fait à l'investissement durable, à l'investissement dans la transformation climatique. Alors, donc on va regarder cette question finalement des inégalités. Donc vous l'avez cité en disant voilà, on va anticiper pour éviter de devoir ensuite se retirer et ne pas pouvoir assurer. Parce qu'en fait, on voit que transformer les modes de production et de consommation d'énergie demande un effort de tous. Ça joue sur le pouvoir d'achat. Donc on a vu qu'il s'agissait d'un choix de société où les générations présentes investissent pour les générations futures, comme vous l'avez dit précédemment. Or, les capacités de financement des ménages sont inégales. Nicolas Redinger, comment la puissance publique peut-elle pallier ces inégalités ? Alors en effet, je crois qu'il y a depuis la crise des Gilets jaunes une prise de conscience collective que la transition sera juste ou ne sera pas pour le dire vite. Donc il y a deux conditions majeures qui sont identifiées dans le rapport. Le premier, c'est que les ménages modestes aient des alternatives abordables à leur consommation carbonée. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'un ménage qui chauffait aujourd'hui au fioul ait les moyens de remplacer sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur ou un autre moyen décarboné qui peut représenter évidemment une somme parfois supérieure à son revenu annuel. Donc, ce qui montre que pour certaines franges de la population, il faudra sans doute subventionner à près de 100% ce type d'équipement. Et ce qui pose de manière plus générale la question du calibrage des aides et de leur conditionnalité aux revenus. Donc, il y a eu des évolutions récentes en la matière. Donc, la mise en place de MaPrimeRénov', donc en remplacement du crédit d'impôt pour la transition écologique, a massivement réorienté les aides à la rénovation énergétique des plus riches vers les plus modestes. Mais on sent qu'il y a peut-être encore un besoin de définition d'une doctrine un peu générale sur cette question. Et la deuxième condition qui est identifiée dans le rapport, qui est plus vague et qui nécessite sans doute de croiser des expertises économiques avec des analyses plus sociologiques et notamment en matière de psychologie sociale. C'est ce que Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz appellent dans leur rapport le sentiment d'égalité des sacrifices. Et à cet égard, ce que révèle la crise des Gilets jaunes, c'est que la tarification du carbone à elle seule, si elle n'est pas accompagnée de mesures compensatoires pour les plus modestes, ne satisfait pas cette condition, puisque mécaniquement, elle pèse davantage sur le budget des plus pauvres que des plus aisés. Alors, à propos, justement, Bruno Bensasson, vous dites... Vous avez deux devises. Quelle est votre devise préférée entre la fin du mois avant la fin du monde ou bien fin du monde, fin du mois, même combat? Alors, ce ne sont pas mes devises. Excusez-moi, je ne me permettrai pas de prendre ces devises. Elles ont été inventées par d'autres. Je peux juste les commenter. Fin du monde, fin du mois, même combat, c'est sympathique, mais c'est quand même loin de la réalité. Malheureusement, ce sont deux enjeux, la fin du monde et la fin du mois, qui sont éminemment respectables et importants, mais qui ne vont pas dans le même sens. Donc je ne dirais pas que c'est le même combat, ça serait un peu naïf. Fin du monde ou fin du mois avant la fin du monde, je peux le comprendre mieux pour une partie de nos compatriotes, a fortiori dans d'autres pays moins avancés ou plus émergents. Ce qui me paraît nécessaire, c'est que notre génération s'investisse et trouve cette ligne de crête un peu étroite pour éviter la fin du monde tout en pesant le moins possible sur la fin du mois.
En cela, les entreprises, la recherche et les entreprises ont un rôle de faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher, plutôt le moins cher possible, par des solutions innovantes. C'est ce à quoi nous sommes beaucoup à nous employer. Et puis, comme effectivement, ça pèse quand même un peu et de façon pas tout à fait progressive, possiblement inégalitaire, les pouvoirs publics ont des choses à faire et dans d'autres pays, la redistribution, c'est pas nouveau, ça fonctionne beaucoup et on peut la faire fonctionner dans ce domaine-là. Notez d'ailleurs à cet égard que les prix du carbone, les taxes carbone, ça fait des recettes pour l'État. Et une fois que l'État a des recettes, il peut plus facilement accompagner les ménages les plus démunis qui en ont besoin avec des façons redistributives plus ou moins efficaces. Mais je pense que c'est ainsi qu'on peut trouver une voie étroite, mais c'est à notre génération de le faire et plus vite qu'on l'a fait ces 30 dernières années, conciliant économique, écologique et social. Patrice Geoffron, donc vous travaillez, vous faites des recherches sur la transition énergétique et je dirais ces recherches sont porteuses d'espoir parce que là on voit qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire par tout le monde, par les ménages, par la puissance publique, par les assureurs aussi. Donc vous avez plutôt une vision porteuse d'espoir parce que vous raisonnez en termes de co-bénéfices pour évaluer les politiques publiques à mettre en place et non pas simplement en termes de coûts, pour mesurer le rendement des investissements consentis en faveur de la transition. Donc ça, c'est un premier point dans les travaux de recherche et dans les applications. Et le deuxième, c'est que vous vous intéressez à l'émergence de nouvelles organisations et de nouvelles façons de créer du business en entreprise qui peut permettre aux entreprises d'aller spontanément vers des investissements vertueux. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de co-bénéfices d'actions publiques en faveur de la transition, que ce soit des co-bénéfices globaux ou locaux ? Ce point me paraît essentiel. Enfin, je pense qu'on est d'accord, et ça a été évoqué plusieurs fois, sur le fait qu'on a besoin de progresser en macroéconomie de la transition et de bien comprendre, puisqu'on va devoir faire des efforts tout à fait considérables, l'impact de ces efforts. Il y a une idée qui surnage et je pense qu'il faut à minima la nuancer, c'est cette idée de dilemme du prisonnier, conduisant à considérer que finalement les émissions de gaz à effet de serre produisent uniquement, ou en tout cas essentiellement, des externalités globales. Et à ce moment-là, on connaît bien le schéma de pensée à l'intérieur duquel on se trouve et qui conduit à considérer qu'il est urgent d'attendre. Et on est d'autant plus fondés, nous Français, à considérer qu'il est urgent d'attendre, qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts et qu'on émet très peu. Mais si on tient ce raisonnement, on passe à côté d'une partie des bénéfices de l'action. Il suffit de se poser une question qui est la suivante. Quelle est la part ? Pas facile à déterminer, mais ça correspond à des choses sur lesquelles on travaille. Des 1000 milliards de dettes publiques qui sont accumulées au cours schématiquement des 10 dernières années qu'on aurait pu éviter si on avait été plus décarboné. On sait que la trajectoire de décarbonation en Europe et en France, et on s'y est astreint de fait, le 3 x 20 pour 2020, il y a trop de 20 qui étaient alignés pour que derrière tout ça, on ait de la science, on ait donc de toute évidence, on avait un point d'équilibre marketingo-politique. Mais on aurait pu, les technologies étaient disponibles pour qu'on fasse non pas moins 20%, mais moins 25%. Il y avait des tas de choses qu'on aurait pu faire plutôt plus efficacement et qui étaient déjà disponibles, mais que de fait, on n'a pas fait. Donc imaginons que nous, en France, et encore une fois, ce que je vais vous proposer, le raisonnement que je tiens là, ne vaut pas pour la Terre entière, mais il vaut pour la France, qui est un pays qui importe 99% de son pétrole et 99% de son gaz. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui en termes de dette publique si on avait été plus décarboné ? Premier temps du raisonnement, on vient buter sur ce qui est devenu la crise des Gilets jaunes, qu'on a, me semble-t-il, trop rapidement interprété comme une crise de la taxe carbone, mais qui en fait correspond plutôt à un choc pétrolier. Le prix du pétrole, il double entre 2016 et 2018, et c'est le sous-jacent. Là, évidemment, on met une petite taxe dessus, et l'agitation se crée à ce moment-là, avec tous les problèmes induits, et y compris des problèmes qui ont dû être résolus par l'État, qui à ce moment-là est intervenu en tant qu'assureur en dernier ressort. Deuxième temps du raisonnement, la crise Covid. Il y a énormément de travaux maintenant qui viennent confirmer une chose que l'on sait finalement, parce que nous sommes tous devenus pneumologues, la pollution de l'air
a eu un effet d'aggravation sur la mortalité Covid. C'est assez logique dans les villes, et ce raisonnement, il vaut tragiquement pour Paris, il vaut tragiquement pour la Lombardie. Vous vous souvenez que la Lombardie, c'est la partie industrielle de l'Italie qui a eu, au sein desquels sont formés les premiers clusters et qui a eu une mortalité absolument terrible. Eh bien, on a eu évidemment une tension dans le système de santé qui a conduit à du confinement et qui a conduit de part et d'autre des Alpes, mais ça a marché dans des tas d'endroits, à du quoi qu'il en coûte. Et ce quoi qu'il en coûte, si on regarde la dette publique avant la crise et après la crise, on a un delta de, je parle sous ton contrôle Patrick, d'au moins 400 milliards, donc c'est énorme. Et enfin, dernier temps, en date du raisonnement, arrive le conflit en Ukraine. Et ce conflit en Ukraine, lorsqu'on regarde par exemple les travaux de Bruegel, Bruegel nous dit que l'an dernier, ça a coûté en amortisseur, en bouclier, etc., pour l'Europe entière, en incluant pour la circonstance la Grande-Bretagne, 700 milliards. 700 milliards. Donc autrement dit, si on fait le contrefactuel, si on avait été plus décarboné, je ne prétends pas qu'on aurait fait l'économie de ces 1000 milliards, mais en tout cas, il y a une partie du rendement macroéconomique de ces investissements et éventuellement des subventions publiques qui auraient pu être à l'appui de l'encouragement de ces subventions qui n'a pas été pris en considération. Et donc ce rangement caché, il a un intérêt, me semble-t-il. Alors c'est d'une part, il est fondé là sur des expériences assez violentes, et donc il me semble qu'il est très difficile de l'occulter. Il y a de bonnes raisons d'imaginer, les travaux sont en cours, qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait, et donc on ne peut pas faire l'économie de ce raisonnement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est du vrai argent ici et maintenant. Ce n'est pas une externalité globale qui va, et c'est sur notamment les travaux de Stern sur l'inaction climatique qui va produire dans le lointain, dans le temps et dans la géographie des bénéfices, et avec un payback sur la France par exemple qui est tout à fait incertain. Ça c'est du vrai argent ici maintenant que Bruno Le Maire a ou n'a pas, et donc on va bien devoir prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Donc cette dimension elle me paraît absolument essentielle, et il me semble qu'il faut parvenir à l'intégrer. C'est un peu le cas, mais ce pas, me semble-t-il, est un peu timide dans le rapport Pisani. Une manière de raconter la même histoire, c'est de recouper le besoin de financement, 65 milliards, avec ce que nous disent notamment le Sénat, qui assez régulièrement vient analyser l'impact de la pollution de l'air. Et l'impact de la pollution de l'air, c'est, selon la manière de mesurer, entre 2 et 3 points de PIB par an. Et alors de plus en plus de travaux sont en train de se développer également sur les co-bénéfices en termes de biodiversité. C'est difficile à traduire en vrais euros. Les co-bénéfices également de l'action climatique, notamment en matière agricole, sur la question de l'eau. Donc ce point, il est absolument essentiel. Il me semble qu'il faut qu'on le rapatrie, si je puis dire, et qu'on l'inclue dans l'analyse macroéconomique. Et enfin, deuxième point en 30 secondes, par rapport à ce que tu évoquais, il me semble également que dans la perspective du Green Deal et plus encore du Fit for 55 à court terme et qui ne renvoie pas à la génération suivante, il me semble qu'il y a également pour l'Europe une raison d'espérer qui est la suivante. Si on croise l'ambition européenne avec des données qui sont celles par exemple du Carbon Disclosure Project, vous savez, cet organisme auprès desquels les plus grandes entreprises et les villes, etc., vont faire examiner leur plan de décarbonation, on voit que toutes les grandes entreprises du monde, c'est impossible de faire sans, ont également leur plan de net zéro. Alors plus ou moins satisfaisant, plus ou moins court terme. Mais plus on va avancer vers la décarbonation, plus ces entreprises vont devoir trouver des endroits à l'intérieur desquels on leur garantira une énergie décarbonée, des chaînes logistiques décarbonées, à l'intérieur desquels également on leur garantira une sécurité juridique sur leurs investissements décarbonés. C'est un point qui n'a l'air de rien dans l'état actuel des choses, mais imaginons aux États-Unis une inversion du cycle politique qui malheureusement est tout à fait plausible. Et encore une fois, les entreprises qui se seront précipitées vers les subventions pourraient se retrouver dans un environnement de fait plus compliqué. Il y a un grand mouvement anti-ESG à l'heure actuelle aux États-Unis qui met, j'allais dire, des fatwas sans doute un peu excessifs, mais vous comprenez l'idée, auprès d'entreprises, auprès de fonds d'investissement qui bannissent notamment l'oil and gas. Et donc il y a cette bataille juridique à l'heure actuelle. Et il me semble qu'à cet égard, l'Europe offrira de meilleures garanties. Alors évidemment, ça ne suffit pas à sauver le monde, et moi, je n'ai pas de solution, je ne prétends pas en avoir en tout cas, pour qui ait une portée globale, mais il me semble que plutôt que de se flageller et d'hésiter, et surtout de brandir l'argument du « à quoi bon », et notamment pour la France, eh bien moi j'ai une conviction qui est qu'il faut très égoïstement sauver le climat,
vraiment pour nous. Et puis accessoirement, on concourra et on prendra notre due part, évidemment, au fait de sauver le monde. Mais tant qu'on ne comprendra pas mieux ce que ça produit très directement chez nous et qui se traduit très concrètement économiquement, eh bien, on aura les hésitations qui planent encore sur l'action publique et l'investissement privé à l'heure actuelle. Très bien, merci. On va devoir conclure, mais avant, je voudrais que chacun d'entre vous, donc Patrice qui a le micro, en un seul mot, pour résumer ce qui, à vos yeux, est essentiel pour réussir la transition. Alors moi, je vais tricher un peu, je vais dire démographie, parce que c'est quand même ce pourquoi nous étions conviés, en rappelant que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui émettent moins de 2 tonnes de CO2 d'ores et déjà, qui est l'objectif qui nous est fixé, et on est à 10 à peu près, donc ça donne évidemment à réfléchir. Et sur ce milliard, il y en a 600 millions qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Donc démographie, Nicolas. Planification. Bruno. Alors, engagement de l'État pour avoir les outils d'action et de redistribution, engagement des ménages pour faire évoluer, nous tous, nos façons de consommer, nos représentations, et puis engagement des entreprises, évidemment, pour innover et pour investir. Et Philippe Michel. Partenariat public-privé et responsabilité de tous les acteurs. Merci. Je ne sais pas si on a le temps d'une question. Oui. Donc là, il n'y a pas de questions dans le chat. S'il y a une question.